This summer, serve up the Cookout Classics, Oscar Mayer hot dogs and Heinz mustard. Grill up a dog, add classic yellow mustard, or loaded Chicago style. We all know it's not a cookout without Oscar Mayer and Heinz. Alors, ce podcast va être un petit peu particulier. Je vous cache pas que je l'ai repoussé plusieurs fois, en fait, parce que c'est une période de ma vie qui est extrêmement difficile pour moi de revivre, en fait. Parce que quand je vous raconte les podcasts, faut pas se leurrer, je suis toute seule chez moi en train de parler dans le vide, mais en fait, je vais aller chercher des émotions, des sentiments que j'ai ressentis, des images que je vais avoir dans ma tête à ce moment précis, le moment que je vous raconte, en fait. Et ce moment-là, il n'est pas facile à revivre. Donc je l'ai repoussé, ce podcast. J'en ai fait une vidéo longue d'ailleurs sur YouTube, si vous voulez aller voir, avec des images, etc. de cet épisode de ma vie qui s'appelle Je suis tombée malade et je m'en suis sortie. Je sais plus comment j'avais tourné ça, mais je suis tombée très malade et je vous raconte tout. Voilà, c'est ça. Et là, aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire ce podcast parce que je pense qu'en fait, alors de un, égoïstement, je pense que ça va m'aider vraiment à re-affronter ce moment de ma vie, à le terminer, le fermer, le verrouiller, me dire ça y est, c'est fini, c'est derrière moi, j'ai réussi à passer ce cap, j'ai réussi à m'en sortir, mais aussi pour sensibiliser des gens à ce syndrome-là, qui s'appelle le syndrome de Bell, et qui est une paralysie faciale. Alors il y a des gens qui s'en sortent plutôt mieux que d'autres, dont j'en fais partie. D'autres qui s'en sortent beaucoup moins bien avec des séquelles, qui ne retrouvent jamais vraiment l'usage total de leur visage. Ces gens-là, malheureusement, c'est vrai que c'est pas évident pour eux. Enfin, je compatis tellement. Vous m'excuserez également par rapport à ma voix. J'ai la voix complètement cassée. Je pense que ça doit pas être super agréable en podcast, mais je vais essayer du mieux que je peux de vous raconter cette histoire. Donc, il y a exactement 3 ou 4 ans, j'ai plus trop la notion du temps. Je pense que ça doit faire entre 3 et 4 ans. Je passe une période... alors, dans le boulot, c'est l'euphorie. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis créatrice de contenu. Ponycorn, le blog, sur tous les réseaux qui existent. Et je fais des vidéos, notamment des sketchs, sur le monde équestre. Et à cette période-là, c'est vraiment la meilleure période de Ponycorn puisque je fais des tournées dans toute la France pour animer des événements, pour jouer mes sketchs à des événements, pour rencontrer les abonnés, rencontrer des gens. C'est vraiment une période de folie où à l'époque, avec mon mari qui devient mon ex-mari puisque je suis en pleine période de divorce, on sillonne, on bosse ensemble, donc on sillonne un petit peu toute la France. J'ai des opportunités de malade. Je rencontre des gens extraordinaires dans le boulot comme Thierry Lhermitte qui m'offrent des opportunités de dingue. Je vous parle de ça parce que ça va jouer en fait dans cette espèce de... Enfin, la paralysie va arriver à ce moment-là. Et donc c'est une période complètement ouf pour le boulot. Je tourne des épisodes avec Thierry Lhermitte et une comédienne avec qui il travaille. Et en fait, il nous produit une espèce de série que l'on lance qui s'appelle Kelly et Justine. Kelly, c'est le personnage de Lucie, ma collègue comédienne, qui travaille avec Thierry. Et il me caste, entre guillemets. Je les rencontre à un salon du cheval avec Italian. Et Thierry me demande si j'ai pas envie de faire quelque chose avec Lucie. Et lui, il a envie de nous produire. Thierry, en fait, il a envie de reproduire un petit peu... c'est un mec génial, Thierry Lhermitte, au passage. C'est quelqu'un de formidable. Et il a un peu envie de donner la chance à des nouveaux talents, entre guillemets, et de reproduire un petit peu pour lui ce qui s'est passé avec l'équipe du Splendide. Et il voit qu'avec Lucie, on se rencontre et ça matche bien. Et en fait, il a envie de nous produire. Donc, on fait plein d'épisodes ensemble, ça se passe super bien. Je vais tourner à Paris avec elle. Elle vient chez moi, Lucie, etc. Et Thierry, de loin, il supervise un petit peu tout ça. Parfois, il tourne aussi avec nous. Donc, c'est super sympa. Alors, il faut savoir, Thierry Lhermitte, il est dans le monde du cheval. Il est BFE2, donc, BFE1, pardon.
Il est brevet fédéral d'équitation éthologique encadrant de première année, BFE1 comme moi. Et en fait, comment dirais-je, il fait des stages d'équitation, enfin c'est sa passion quoi. Et en fait, on va tourner dans une écurie où il fait un stage, enfin bref. C'est assez dingue ce qui m'arrive à cette période-là, plus tous les événements dont je vous parle. J'ai des partenariats dans tous les sens. Bref, le boulot marche à fond, mais tellement à fond que j'ai pas du tout de temps pour me reposer. Comme je vous disais, au niveau pro, c'est l'euphorie, c'est génial, mais au niveau perso, c'est une hécatombe. Je me sépare juste avec mon mari. En fait, au mois de novembre, je me sépare de lui. Après une période en couple libre pour tenter de sauver notre couple. Si ça vous intéresse, j'en ai fait un podcast d'ailleurs. Vous pourrez l'écouter. Qui est un échec total. J'ai des épisodes avec des hommes chaotiques, mais chaotiques. Et là, on se retrouve, on est au mois de janvier. Donc ça fait quelques mois que je suis séparée de lui, ça fait pas longtemps. Et pendant ma période couple libre et après la séparation, je rencontre des hommes qui sont vraiment pas des bonnes personnes. Si vous voulez écouter tous mes dates Tinder et notamment le podcast sur... j'ai eu une histoire avec un abonné pervers narcissique. Vous pouvez l'écouter. Vous verrez l'hécatombe que c'était, le moment chaotique de ma vie. Et c'est vrai que mon ex-mari, c'est aussi mon meilleur ami. Et à cette période-là, on est certes un peu en froid, on va dire un peu, beaucoup, en froid au niveau perso. Mais par contre, au niveau pro, on s'entend vraiment très bien et c'est quelqu'un d'intelligent. Donc en fait, on s'entend bien et on continue de bosser ensemble. Je me rappelle avoir fait un événement à l'hippodrome de Pau, si je dis pas de bêtises. Je crois que c'est ça. C'était dans un hippodrome et je rencontre je travaille là-bas avec Race & Care sur le bien-être équin, dans les courses et tout ça. Vraiment des moments et des épisodes, des événements super intéressants au niveau pro. J'ai adoré ce moment. Et j'y rencontre Amélie, Amélie Ravioli et anciennement Georgette Mag, dont je suis hyper fan depuis toujours. Et en fait, le courant, il passe trop bien. Amélie, c'est une super meuf. Bref, tout ça pour vous dire que tout se passe super. Je suis dans l'euphorie totale. Je vous parle de cet événement à Pau parce que, en fait, quelques jours plus tard, il va se passer ce qui se passera pendant les mois restants, les mois d'après. C'est-à-dire que j'ai subi une paralysie. Donc à Pau, tout se passe bien. Sauf que ça s'enchaîne très très vite parce que je dois aller tourner à Paris pour des nouveaux épisodes de la série avec Thierry et Lucie, donc de notre série, web-série Kelly et Justine. Et en fait, quand j'arrive à Paris, je suis complètement épuisée. J'ai enchaîné des week-ends et des week-ends d'événements. Alors ce qu'il faut savoir, les week-ends d'événements, c'est pas que samedi-dimanche. Enfin, théoriquement, je travaille samedi-dimanche, mais en général, je viens plusieurs jours avant pour briefer et débriefer, prendre mes marques. J'arrive pas à 6h le matin pour commencer à 8h, vous vous doutez bien. Donc souvent, j'arrive la veille, voire l'avant-veille. Et ce qui fait que je passe très peu de temps chez moi. Je suis peut-être 2 jours dans la semaine chez moi. Et ces jours-là, je m'en sers pour tourner, pour Ponycorn. Parce que quand je suis en événement, je ne tourne pas. Donc en fait, c'est-à-dire que j'ai des semaines de malade mental. À cette période-là, j'ai jamais autant travaillé de ma vie. Alors les gens vont dire « Ouais, non mais attends, l'autre, il lui faut pas grand-chose ». J'ai bossé dans l'automobile où je faisais entre 60 heures et voire 70 heures par semaine dans les mois avec les foires et les salons. Ceux qui bossent dans l'automobile comprendront tout à fait ce que je dis. Avec des journées de 8h à 20h non-stop, 7 jours sur 7 pendant un mois parce que vous enchaînez les salons, les événements, les machins. Donc ça, dans l'automobile, je travaillais déjà beaucoup. Mais là c'est pire. C'est pire parce que, en fait, je monte mes vidéos la nuit parce que je n'ai pas assez de temps pour tourner, monter, faire les événements, répondre aux mails, faire les visios, m'occuper de la compta, de la boutique en ligne, etc. Même si Jérémy est là pour m'aider, on a un travail de titan puisqu'on était associés dans cette entreprise-là. Jérémy qui est mon ex-mari. Et c'est imbranlable, excusez-moi du mot, mais c'est imbranlable. Je me rappelle
tourner la journée, monter mes vidéos la nuit, dormir 3-4 heures, paf, renquiller. Et ça pendant des semaines. Et en fait, forcément, le corps ne peut pas continuer comme ça. Et moi, je suis quelqu'un qui dort beaucoup, qui a besoin de beaucoup dormir, minimum 8 heures, sinon je ne suis pas bien. Et si je peux dormir 9, 10, 11, 12 heures, c'est parfait. Bon, 12 heures, ça fait longtemps que ça ne m'est pas arrivé, mais je suis une grosse dormeuse, quoi. Donc 3-4 heures par nuit, vous imaginez. En plus, je suis dans une période de séparation, donc énormément de stress. Et le peu de temps libre que je m'accorde, je ne vais pas vous faire un dessin, mais c'est la débandade en fait. Je fais la fête, je sors beaucoup, donc je dors pas non plus le week-end. Je bois de l'alcool, je me drogue pas, encore heureux, mais je bois de l'alcool. Je mange très peu ou pas. Et c'est pas une bonne période de ma vie. Donc c'est pareil, j'ai des TCA, je suis une ancienne anorexique et à cette période-là, l'anorexie revient très fortement. Donc j'en ai fait un podcast aussi, si vous voulez écouter, si vous n'avez pas déjà écouté. Et je mange pas, c'est pour vous faire simple, je mange pas, je fais la fête, je suis hyper stressée, je travaille comme une dingue, je dors pas, bref, forcément que ça peut pas aller, quoi. Et donc je suis à l'événement de Pau, je dois renquiller directement en tournage à Paris. Et en plus, à cette période-là, j'ai passé 2 mois, c'est-à-dire de novembre à début janvier, avec un Covid long. Et ce Covid-là, à Pau, je viens tout juste de m'en sortir. Mais vraiment tout juste. Mais un Covid de la mort. Je suis passée par tous les épisodes. Vomir, perdre ma voix comme en ce moment, tousser, puis respirer, de la fièvre, des machins. Je m'en sortais pas. Le veto me mettait des trucs, des bidules. Une sinusite, je me rappelle avoir eu une sinusite. Purée, j'ai jamais eu ça. Où je pleurais de douleur la nuit. Enfin, bref, les médecins... J'ai dit les vétos, non ? Je crois que j'ai dit les vétos, non ? Purée, quand j'écouterai le podcast, je verrai si je me suis gourée ou pas. Bref, je voulais parler des médecins si j'ai dit les vétos. Je suis fatiguée, les gars. Le week-end a été difficile. Et du coup, j'ai fait une sieste et je pense que c'était pas le meilleur moment pour enregistrer le podcast post-sieste. Bref, donc le médecin sait plus quoi faire de moi. Ça fait 50 fois que je vais le voir. Il me donne des antibiotiques, ça marche pas. Bref, je sors juste de ce Covid long. Je vous pose tout ça. Pour vous, ça n'a ni queue ni tête, mais vous allez comprendre au fur et à mesure de l'histoire. Parce que tout ça, ça a un lien. La fatigue, le Covid long, ça a un lien avec le syndrome de Bell, le stress. Donc, je vais pour tourner et en fait, j'ai un énorme stress. Parce que Thierry et Lucie croient beaucoup en moi. Et ça, vraiment, ce sont des personnes extraordinaires pour ça, par rapport à mes sketchs et tout ça. Et me propose de faire un casting pour une pièce de théâtre avec un auteur-producteur de pièces de théâtre sur Paris. Donc je dois tourner avec eux, mais je dois également passer un casting, entre guillemets, c'est pas vraiment un casting, un entretien avec cette personne-là pour savoir si je suis prise ou pas dans une troupe de théâtre pour jouer une pièce qu'il a envie de produire, ce mec-là. En accord, bien toujours avec Thierry, qui veut nous produire avec Lucie, qui serait dans cette pièce de théâtre, et moi-même. Le théâtre, j'en ai fait quand j'étais jeune, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. C'est pas un rêve pour moi de jouer sur des planches, d'aller à Paris, les strass, les paillettes, tout ça, c'est pas du tout mon truc. Et tout s'enchaîne en fait, parce que quand j'arrive à Paris, Thierry et Lucie, c'est pareil, ils me disent « Écoute Steph, on a plein de projets et on a envie vraiment, on espère que tu vas être aussi à fond que nous. » Donc ils me parlent, la pièce de théâtre, je le savais, mais ils me parlent également d'enregistrer une chanson humoristique à la Michael Youn un peu, avec Lucie. Lucie, il faut savoir, c'est quelqu'un de méga créative. Et du coup, Thierry étant notre producteur, elle est très dans le brainstorming et elle balance plein d'idées. Et en fait, Thierry, après, avec elle, me les rebalance et me dit « Mais qu'est-ce que t'en penses ? Ça a l'air super, machin et tout. » Lucie, c'est une chanteuse à la base, donc elle chante très très bien. Et elle a envie de mélanger les deux. Donc, elle m'en avait vaguement parlé, puisque ça fait quand même plusieurs mois qu'on tourne ensemble. Moi, je lui avais dit « Pourquoi pas ?» Sauf que là, ça devient concret. Donc, elle me dit « Écoute, Steph,
on va enregistrer une chanson. On a trouvé un studio, on a trouvé ci, on a trouvé ça. Tu vas passer un casting pour le théâtre, machin. J'ai un espèce de stress qui monte, vous n'imaginez même pas, parce que en fait, c'est une espèce de boule de neige. Je me suis jamais posée, si vous voulez. Je vous rappelle, je suis dans l'euphorie du travail de Ponycorn. Je fournis énormément de boulot déjà pour ma part. Et là, j'arrive et en fait, on me dit, Steph, bah, on croit en toi et on a envie de te proposer plein d'opportunités. Et là, je me dis, mais putain, c'est pas possible. Enfin, techniquement, je peux pas. Il va falloir que je fasse des choix. Et dans ma tête, tout se bouscule. Donc en fait, ça arrive comme une boule de neige. Et puis, moi, à cette époque-là, aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Mais à cette époque-là, j'ai beaucoup de mal à dire non. Parce que je me sens tellement chanceuse que j'ai peur que si je dis non, je loupe une opportunité professionnelle dans cette vie de dingue. Et là, quand Thierry Lhermitte vous dit qu'il a envie de vous voir au théâtre et d'enregistrer une chanson humoristique avec une de ses, j'allais dire salariés, pas du tout, mais une de ses actrices qui produit, et acteurs, parce que il produit, on ne le sait pas forcément, mais des acteurs et des actrices en devenir. C'est quelqu'un de super, Thierry, donc il donne la chance à des nouveaux acteurs et actrices. Et Lucie et moi, on en fait partie. Donc Lucie, il la produit déjà, et il a envie de m'inclure dans ce projet de Justine et Kelly, ce que je vous avais parlé. Et donc, il me propose tous ces projets-là, il me parle d'un contrat, il me donne un contrat à signer, etc., etc. Et là, je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire ? Qu'est-ce que je dois faire ? Donc, je passe l'entretien, j'arrive dans la brasserie, c'est un entretien à la cool, on est dans une brasserie parisienne. Lucie, elle est là à côté de moi pour me rassurer. Lucie, c'est quelqu'un de très, très bienveillant aussi, c'est vraiment une super nana. On est dans le même délire, en plus, on s'entend super bien. Au niveau, dans le jeu d'acteur, tout ça, elle fait de l'humour aussi. Donc vraiment, une super collègue, hein, vraiment. Donc je suis bien, je suis pas je suis dans le stress de me dire qu'est-ce qui se passe en fait. J'ai trop d'opportunités, je sais pas je me suis pas posée pour dire si j'ai envie ou pas de le faire. Mais il y a une petite voix dans ma tête qui me dit mais Steph, mais prends en fait. Tu te rends compte, Thierry Lhermitte en fait. Tu te rends compte de la chance que tu as. Combien de personnes au monde, en France, voudraient avoir ta chance qui s'offre à toi, cette chance qui s'offre à toi, quoi. Donc je passe le casting. Le producteur est super sympa, mais vraiment un amour. Et le mec, il me dit, écoute, j'ai vu ce que tu faisais, je trouve ça super, j'adore, je trouve que tu joues bien. Voilà ma pièce de théâtre. Il m'explique, il me dit un peu le casting qu'il y a dedans. Des gens connus, hein, notamment dans le monde de l'humour, dans le monde du sketch. Alors maintenant, ils sont plus dans le sketch réseaux sociaux, ils ont évolué, ils sont à la télé du coup, et sur les théâtres. Mais à l'époque, ils étaient encore que sur le net, enfin que sur les réseaux. Et du coup, il me dit, il y a un tel qui est dans la troupe et tout, dans le casting. On aimerait que ce soit toi et Lucie qui fassiez les deux personnages féminins. Alors, c'était pas Justine et Kelly, les personnages, hein, c'est une pièce de théâtre à part entière. C'était l'histoire de deux couples. C'était un huis clos, la pièce de théâtre, avec deux couples qui se chamaillaient pendant une soirée entre amis. Mais super, hein, genre dîner de con, quoi, mais c'était pas ça. Mais bref, c'était assez humoristique et en même temps vraiment très théâtre. Enfin, vraiment une super pièce. Mais vraiment, hein, une super, super pièce. Et donc moi, je l'avais lu avant. On avait fait quelques essais avec Lucie, ensemble, avec le texte, pour voir si ça allait matcher toutes les deux. On avait bien kiffé, tout ça, donc bref. Moi, je m'attendais pas du tout à ce qu'il me dise ça. Mais au bout d'un moment, il me dit, écoute, moi, ça me va. Si t'es OK, t'es prise. Et moi, je m'attendais absolument pas du tout à ça. On me dit, tu as passé un entretien avec un producteur. Voilà, je me dis, y a un casting, il y a plein de gens, il va voir plein de gens après. Donc voilà, j'ai le temps de réfléchir. Pour moi, c'était ça. Et en fait, là, le gars me dit, écoute, moi, c'est OK, quoi. Et là, je me dis, mais what ? Mais qu'est-ce qu'il veut panique à bord. Et au même instant où il me dit ça, je sens comment vous expliquer ? Comme s'il y avait quelque chose qui me coulait le long de mon visage. Ça a été super chelou. En fait, comme si on me versait de l'eau tiède sur la moitié de mon visage et que vous sentez couler l'eau, un rideau d'eau progressivement de haut en bas.
Sauf que je m'aperçois que j'ai un problème. Je sens cette sensation chelou et je commence à ne plus sentir le côté droit de mon visage. Et là, je suis en plein entretien avec ce producteur et je lui dis excusez-moi, je me sens vraiment pas bien. Il faut que j'aille aux toilettes, je me sens pas bien. Je me lève, je regarde dans le miroir des toilettes s'il y a un problème avec mon visage. Je vois que ça déconne. Je vois que je suis pas paralysée, tout ça, mais je vois que ça déconne. Et je vois que j'ai beaucoup de mal à cligner de l'œil. Et je reviens et au début, les premières minutes, je dis rien. Et au bout d'un moment, je continue de sentir cette sensation et je me dis, le premier truc que je me dis, je suis en train de faire un AVC. Je me tourne vers Lucie, calmement, mais hyper calmement. Je lui dis, Lucie, écoute, je me sens pas bien. J'ai une sensation bizarre au niveau du visage. Je pense que je fais un AVC. Et là, elle me regarde, elle me fait purée, ouais, c'est vrai, ton visage est bizarre. Donc le producteur, il s'excuse, il dit bon, bah désolé, je vais pas vous déranger plus longtemps. Enfin bref, je sais plus exactement comment ça se passe, mais le gars, il s'en va. Il me demande bien sûr si je vais bien. Hein. Le gars, il s'est pas barré comme un voleur, hein, mais il se barre, quoi. Je reste toute seule avec Lucie. Et là, Lucie, elle me dit, écoute, tu vas boire un verre d'eau, tu vas te reposer. On était très copines, hein, donc elle savait très bien que je passais une période difficile dans ma vie, que je travaillais énormément. Donc elle pensait que c'était beaucoup de fatigue. Et en fait, j'avais pas trop dormi parce que j'avais fait la route de nuit. Oui, c'est pas que j'avais pas trop dormi, j'avais dormi 1 heure entre l'événement et tout ça parce que j'avais pas le choix. Il fallait que je renquille. Donc j'avais fait toute la route de nuit pour aller à Paris, quoi. Vous imaginez, j'ai fait Pau, Vendée, Paris, l'horreur. Et du coup, elle me dit, écoute, tu vas te reposer, on va rentrer à la maison, je dormais chez elle à l'époque. Elle me dit, tu vas te reposer, on va manger, on va faire une soirée hyper chill, et demain, ça ira mieux. Et en fait, je devais tourner, mais aussi enregistrer la chanson. Rappelez-vous, il m'avait parlé de ça, et en fait, vu que je venais pas souvent sur Paris et que j'optimisais au maximum mes déplacements, elle m'avait dit, avant ou après l'entretien, j'en sais rien, écoute Steph, on enregistrera la chanson dans la foulée, ça va pas mettre trop longtemps, comme ça sera fait et tout. Donc, mais rempli de boulot, quoi. Enfin, je veux dire, on avait des journées. Avec Lucie, quand on tournait, je me rappelle, on commençait vers 7-8 heures du matin. Et c'est arrivé une journée où on a terminé à 2 heures du matin. C'était des journées de bâtard, mais clairement. On mangeait pas beaucoup, on s'arrêtait pas, on enchaînait, on tournait en fait plein d'épisodes pour pouvoir en fait on se voyait pas tout le temps. Elle avec c'était une actrice, hein, enfin c'est une actrice comédienne tout ça, donc elle avait du taf, chanteuse, elle avait du taf, moi j'avais du taf. Thierry, on le voyait de temps en temps parce que lui aussi avait du taf, donc il venait pour retourner avec nous parce que ça le faisait marrer, pour voir un peu comment ça avançait tout ça. Mais sinon on était autonomes toutes les deux. Et c'est vrai que c'était hyper, comment dirais-je, un rythme de fou, quoi. Parce que Lucie, la plupart du temps, on était deux. Et puis, fallait qu'on s'occupe de tout. Il fallait qu'on aille à droite, à gauche pour les lieux de tournage et tout. Enfin, bref, je vous fais pas le dessin, mais c'était sportif. Donc là, elle sait ce que c'est, hein, Lucie, hein, les tournages, la fatigue, tout ça. Donc elle me dit, écoute, je pense que tu es épuisée. On va aller à la maison, tranquille, et on va se poser. Je vais te faire un thé, enfin, elle est trop mignonne. Je vais m'occuper de toi, machin. On arrive, on se pose. Je sens que ça va pas mieux, quoi. Je lui dis, Lucie, je ne sens plus du tout mon côté droit. On mange, en fait. Elle me dit, écoute, si on mange, elle me dit, tu vas manger, parce que t'as rien mangé depuis 2-3 jours. Je mangeais quasiment rien. Elle me dit, tu vas manger, et après manger, si ça va pas, on appelle les pompiers. Je lui dis, oh, tu crois? Elle me dit, écoute, si tu fais un AVC, franchement. Mais je lui dis, putain, je suis lucide, je comprends pas. Elle me dit, ben ouais, c'est bizarre. Bref. Franchement, je sens plus mon côté droit du visage.
clairement. Depuis l'entretien avec le producteur dans la brasserie, qui était le midi, je crois, non, au goûter, bref, à 16h. On va faire des courses et tout pour acheter des légumes et machin, me fait à manger, un amour et tout. Je mange, et là, quand je mange, j'arrive pas à manger en fait. J'ai les aliments qui tombent. Je n'arrive pas à mâcher correctement. On dirait une petite vieille ou un petit bébé. J'en ai plein la gueule. Ça coule. Impossible de manger proprement. Et là, Lucie, elle me dit non, là, on arrête tout. On appelle direct les pompiers. Et moi, à l'époque, je suis en couple avec un pompier. Enfin, je suis en couple. J'ai une histoire avec un date Tinder qui a duré 6 mois, on va dire ça. Mais j'en ai fait un podcast aussi, si vous voulez l'écouter, celui-là. Le fameux Alex, qui m'a fait tout, les conneries possibles et inimaginables. Et c'est le début de notre histoire à ce moment-là. Et du coup, je me dis, je vais l'appeler les pompiers, le mec. Il va me donner des conseils. Je l'appelle. Il me fait faire 2-3 tests et tout. Il me dit, écoute, je pense pas que tu fasses un AVC, mais appelle les pompiers. Tu restes pas comme ça. Tu insistes, et tu me tiens au courant. Donc j'appelle les pompiers. Lucie appelle les pompiers parce que j'ai du mal à parler en plus. Enfin, c'est hyper chelou. Mon cerveau, il parle normalement parce que quand on fait un AVC, on est confus. Là, c'est pas le cas. Mais je n'arrive plus à articuler. En fait, c'est moteur. Et là, je me dis, putain de merde. Donc j'ai Alex au téléphone où je lui parle, machin. Ça va super. Je raccroche avec Alex. Je pense que j'ai une espèce de montée d'adrénaline qui n'aide pas. Et après cette montée d'adrénaline où je dis à Lucie, il faut appeler les pompiers parce qu'il y a un truc qui se passe, mais on sait pas quoi. Putain, j'arrive plus à parler, quoi. J'articule très mal, je bégaye, j'arrive pas à faire les mots correctement. Le F est dur à dire, par exemple. Le CH, j'arrive pas à le dire. Bref, Lucie, elle panique. Lucie, elle panique, elle appelle les pompiers. Les pompiers, ils arrivent en moins de 10 minutes, mon pote. Je peux te dire que... Et adorable, mais adorable. D'ailleurs, j'avais gardé contact avec un pompier qui était venu me chercher, qui était super sympa. Et je sais qu'il suivait un petit peu mes réseaux. Donc s'il écoute ce podcast, un grand merci encore une fois à toi et à l'équipe de pompiers parce que vous aviez vraiment été des amours. Donc les pompiers arrivent, ils me font faire plein de tests. Et moi, en fait, quand je suis stressée, j'ai peur, le premier truc qui me vient, c'est l'humour. Et en fait, je déconne avec les pompiers, quoi. Et ça les fait rire et tout. Et j'ai la gueule en vrac, les gars. On dirait Quasimodo. J'ai la moitié du visage qui marche plus. Mais je suis là en train de faire des blagues, machin et tout. Et ils me font faire plein de tests. Et au bout d'un moment, le pompier dont je vous parle, là, je ne me souviens même plus de son prénom, d'ailleurs. Je ne sais pas si j'ai connu son prénom, d'ailleurs, mais bon, très gentil monsieur. Il me dit, je suis désolée de vous dire ça, mais on va vous emmener d'urgence à l'hôpital. Je dis, non, c'est pas vrai. Je dis, je suis là pour le boulot et tout. Il me dit, non mais, est-ce que vous vous êtes regardé dans un miroir? Je lui dis, ouais, non, pas trop. Il me dit, vous allez aller vous regarder dans un miroir et vous allez aller aux urgences avec moi. Et là, je prends mon téléphone, je me vois et là, je me dis, non. Là, je commence vraiment à paniquer. Je lui dis, je suis en train de faire un AVC, est-ce que je vais mourir? Mais c'est une question vraiment sincère, basée sur le ton de l'humour, les gars. Je suis tellement en panique, en fait, que moi, l'humour, c'est le premier truc qui me vient. Je pense que le jour où, je sais pas, je dis, la meuf, elle s'imagine sa mort. Mais si j'ai le temps de me voir mourir et que je souffre pas trop, je pense que je serais capable de faire une blague, quoi. N'importe quoi, la meuf. Bref, je suis en train de faire des blagues et je dis au mec, est-ce que je vais mourir? Le gars, il me dit, écoutez, je pense pas sincèrement que vous faites un AVC. Vous avez pas les autres signaux, mais par contre, c'est très sérieux, donc on vous laisse pas comme ça. Et là, je me dis, mais non. Il m'emmène dans le camion de pompiers, mais au calme. Hein. Je suis assise dans le fauteuil, je suis peinard, j'ai aucun problème. J'ai pas de problème à respirer, j'ai pas de tachycardie, j'ai juste mon visage qui ne marche plus, une partie. J'arrive à l'hôpital, mais un calvaire. Alors pareil, l'hôpital, je crois que c'est l'hôpital de Rambouillet à l'époque. Adorable, les urgences, adorable. Des gens vraiment extraordinaires. On s'est très 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 bien occupé de moi. Donc j'arrive avec les pompiers, donc je suis pris d'urgence. Hein. Tout le monde, j'ai pas attendu. Je peux vous dire qu'on m'a pris d'urgence tout de suite. Et là, je vois une médecin neurologue, urgentiste en plus. Non, elle est neurologue, bref, je sais plus. Une meuf spécialisée dans mon truc. Je pense qu'elle était neurologue, mais je suis pas sûre. Bref,
Je sais pas si c'est possible d'avoir des neurologues aux urgences. Ou alors elle avait appelé un neurologue, je me rappelle plus très bien. Bref, j'ai une médecin, vraiment super, qui me dit, elle m'ausculte et tout. Elle me dit, vous allez tout de suite passer en IRM. Parce qu'on soupçonne quelque chose, on soupçonne un caillot de sang ou de je sais pas quoi, qui peut à tout moment vous faire un arrêt cardiaque ou un arrêt cérébral. Là, la meuf, elle me balance ça. Je viens d'arriver aux urgences. Je suis toute seule dans ces putains d'hôpital. Parce que Lucie, je lui ai dit, reste chez toi et dors, en fait. Je vais pas, tu vas pas venir avec moi aux urgences, ça sert à rien. Et là, putain, là, je rigole plus du tout. Là, les blagues avec les pompiers, c'est fini. Là, la nana, elle me dit ça. Et l'attente, elle dure une demi-heure avant d'aller à l'IRM. Je m'en rappelle parce que toutes les minutes, je les ai regardées. Je me suis dit, chaque minute, que peut-être la minute d'après, j'allais crever. Je peux vous dire que c'est long, mais c'est long. Et en fait, t'as toute ta vie qui défile dans ta tête. J'étais en train de me dire, voilà, écoute, t'as bien profité. Mais c'est horrible, hein. T'es en train de te dire que tu vas clamser, parce que la médecin, elle me le dit clairement. Elle me dit, écoutez, vous êtes au meilleur endroit si vous arrive quelque chose pour qu'on vous ranime. Mais, elle me dit, là, on ne sait pas ce que vous avez. C'est peut-être très grave ou pas. Et elle me dit, l'IRM, c'est la seule chose qu'on peut faire pour savoir. Mais elle me dit, il est disponible que dans 30 minutes, quoi. Enfin, elle m'avait dit, je sais plus si elle m'avait dit un moment, mais elle m'avait dit c'était pas dispo tout de suite. Alors, est-ce qu'il fallait que, j'en sais rien, il y avait peut-être d'autres gens qui passaient en IRM, hein, c'est un gros hôpital. Hein. Bref. Donc 30 minutes, alors entre-temps, j'appelle Alex, je chiale, l'autre il me dit ça va aller, ça va aller. J'envoie un message à mon ex-mari pour lui dire écoute, là c'est la merde, je suis à l'hôpital, je crois que je fais un AVC. Et là je me dis fuck. Et en fait, je passe l'IRM. C'est pareil, hein, j'étais tellement épuisée. Mais l'infirmière adorable, elle me dit écoutez, c'est la première fois que vous passez un IRM. Je dis oui, oui. Elle me dit c'est très bruyant, c'est très impressionnant. J'espère que vous n'êtes pas claustrophobe. Je lui dis a priori non. Parce que elle me dit vous allez être collé, enfermé dans un tube. Elle me dit c'est très très bruyant, ne paniquez pas. Elle me dit je vous donne une sonnette, si vous avez peur, vous sonnez, on vous sort. Je dis d'accord. Je rentre dans l'IRM. Le truc, avant que ça commence, je me suis endormie dedans. C'est pour vous dire à quel point de fatigue j'étais. Alors, pour tous ceux qui ont passé un IRM, c'est comme si tu avais un marteau-piqueur à côté de toi. Mais j'exagère pas du tout comme bruit. Hein, parce que je me suis réveillée dans l'IRM après et j'ai entendu le bruit. Mais je me suis endormie et je me suis réveillée à la fin de l'IRM. Je sais pas combien de temps ça dure, quelques minutes, j'en sais rien. Mais elle me sort, la dame, et après elle me dit alors ça va ? Je dis oui, et je me suis endormie. Elle me dit non. Et je dis si. Et j'étais tellement épuisée que je me suis endormie dans l'IRM. Complètement. Donc bref, elle me sort de l'IRM. Je vous laisse passer, je vous laisse imaginer, le temps d'attente pour avoir les résultats, comment c'était long, parce que je suis toujours, je vous rappelle, avec les dires du médecin que je suis à 2 doigts de la mort, hein, que je peux claquer avec mon caillot qui explose ou je sais pas quoi et que je fais un AVC ou alors un arrêt cardiaque. La médecin revient enfin et là elle me dit écoutez, j'ai une bonne nouvelle, une mauvaise nouvelle. Et je dis allez-y, balancez la mauvaise, comme ça si je dois crever je veux le savoir tout de suite. Elle me dit la mauvaise nouvelle c'est qu'on ne sait pas ce que c'est et que vous allez rester probablement paralysé un moment. Ok, je lui dis c'est quoi la bonne du coup ? Elle me dit la bonne nouvelle, c'est que c'est pas un AVC et c'est pas grave, vous ne risquez rien. Donc on vous renvoie chez vous. Je lui dis quoi ? Elle me dit oui, on vous renvoie chez vous. Vous pouvez retourner où vous êtes, blablabla, machin truc. Et je dis non, mais attendez. Je dis déjà, je dis moi c'est une amie qui m'emmène. Puis je lui dis bref, c'est mais complètement ahurie la meuf. Je lui dis mais attendez, mais je vais rentrer chez moi comme ça. Je lui dis je suis paralysée quoi. Je lui dis, je fais quoi ? Elle me dit, écoutez, moi je suis médecin urgentiste, je dois juste m'occuper de vous si vos fonctions vitales sont atteintes. Vos fonctions vitales ne sont pas atteintes, vous ne risquez rien, vous ne faites plus partie de mon service. Je suis désolée, mais je ne peux plus rien faire pour vous. Voilà ces derniers mots. Et là, je me dis, mais comment je vais faire ?
Et je lui dis, mais c'est quoi? Elle me dit, on ne sait pas, probablement un syndrome de Bell, mais on n'en est pas, enfin une névralgie, on n'est pas sûr. Elle me dit, il faudrait aller voir un neurologue, faut prendre rendez-vous. Mais je dis, mais un neurologue, c'est des mois d'attente. Elle me dit, bah oui, je sais. Elle me dit, j'ai rien de mieux à vous dire. Donc je suis lâchée dans la nature comme ça. Lucie vient me chercher. Thierry, bien sûr, prend des nouvelles, hein, puisque Lucie l'avait prévenu hein, pour le lendemain, parce qu'on devait tourner et tout, et il devait être là. Donc elle lui dit, bah Thierry, c'est pas la peine de venir demain, hein, parce que Stéphanie, elle est à l'hôpital. Donc tout de suite, enfin je me rappelle plus trop, mais je crois que je reste toute la nuit à l'hôpital, et en gros, Lucie, elle vient me chercher le lendemain à 9h, quoi. Donc elle vient me chercher et tout, et elle me dit, bah écoute, j'ai prévenu Thierry, Thierry m'envoie des messages et tout ça. Et il m'appelle. Et je lui explique. Il me dit, purée, la vache. Il me dit, écoute, c'est arrivé à un ami à moi. Non, c'est même pas ça qu'il me dit. Il me dit, écoute, j'ai un ami neurologue. C'est un des meilleurs de Paris. Je vais lui demander conseil. Et je vais revenir vers toi pour savoir ce que tu dois faire, parce que tu peux pas rester comme ça. Il me dit, ils t'ont rien dit et tout. Tu peux pas rester paralysé. Enfin, il faut faire quelque chose et tout. Thierry a un amour. Lucie, adorable. Elle me dit, écoute, tu peux rester à la maison si tu veux et tout. Je lui dis, bah non, franchement, je vais retourner chez moi, je vais me reposer, quoi, de toute façon, parce que je suis au chômage technique. Hein. Allez tourner avec une face paralysée, vous. Impossible. Donc, je préviens mon ex-mari. Je lui dis, je vais rentrer, parce qu'à l'époque, on habite encore ensemble, on est encore coloc. Hein. On a mis 1 an et demi à vendre la maison. Donc là, ça fait quelques mois qu'on est séparés. Du coup, j'habite encore en coloc avec lui. Et je lui dis, écoute, est-ce que c'est possible de venir me chercher? Parce que je peux pas conduire, quoi. Il me dit, bah oui, pas de problème, je viens te chercher, machin. Bref, je prends donc le train. Thierry me dit qu'il se renseigne et tout ça. Et dans le train, je me rappelle me filmer et pour voir mon visage, en fait. Et là, c'est de pire en pire. Mais de pire en pire. En fait, je sens plus mon visage depuis la veille, mais mon visage commence à se... Comment vous expliquer? Comme une statue, à se cristalliser et à devenir tout rigide. Il n'y a plus rien qui marche, plus rien. Vous imaginez, vous tracez un trait du milieu du front qui passe par l'arête du nez au milieu de la bouche, et vous avez la moitié à droite de votre visage qui ne fonctionne absolument plus, avec une difficulté mais incommensurable de pouvoir cligner de l'œil, ce qui fait que j'avais l'œil droit qui était sec en permanence et je me le fermais manuellement. Enfin, une horreur. Donc bref, la médecin urgentiste me dit quand même qu'il faut que j'aille voir mon médecin. Bien, bah oui, bien évidemment. Donc je prends rendez-vous, enfin bref. Mon ex-mari vient me chercher, je me rappelle à la gare. Il est hyper choqué. Je me rappellerai toujours de sa tête quand il m'a vue. Je pense qu'il s'est aperçu que là, j'étais au fond du trou. Et je me rappelle qu'il a rien dit pendant tout le trajet de la voiture. Mais c'était pas rien dit faire la gueule, c'était rien dire pour dire écoute, c'est la merde, mais je suis là, je viens te chercher. Je te laisse pas dans la merde. Et c'est vrai que j'ai eu beaucoup de chance. On n'a pas réussi notre mariage, mais on a réussi notre divorce. Et j'ai eu beaucoup de chance de croiser cette personne-là dans ma vie parce qu'il m'a beaucoup apporté. Aujourd'hui, nos chemins ont pris des chemins différents et il est très heureux avec sa conjointe, moi très heureuse avec mon chéri Flo. Et on se voit beaucoup moins qu'avant, mais ça n'empêche pas qu'on a beaucoup d'affection l'un pour l'autre. Et c'est vrai que c'était un pilier, quoi. À cette époque-là, je me rappelle, on était séparés, mais c'était quand même mon pilier, quoi. Et mon mec de l'époque, là, le pompier, je sais même pas pourquoi c'est pas lui qui est venu me chercher, tu vois. Là, ça me vient à l'esprit, je me dis, mais quel connard, parce que Alex, à l'époque, il bossait pas. Enfin, il bossait pas, il était pompier volontaire, donc il avait des missions, quoi.
enfin des trucs de pompier, mais il travaillait pas à côté, il foutait rien, enfin je veux dire, il était au chômage, quoi. Donc à quel moment, enfin je sais pas à quel moment en fait, le mec il vient pas te chercher. Enfin je sais pas, tu vois Flo, quand on s'est rencontrés au début, c'était au tout début qu'on était ensemble. Alors, c'était rien, hein, mais il a eu une gastro. Mais une grosse gastro où, genre, il a vomi partout, il était au fond du trou, grosse fièvre et tout. Donc, pendant 2 jours, le mec, il était au lit. Bah, je m'en suis occupée. Et après, bah, il me l'a refilé. C'est moi qui étais au fond du trou dans le lit, en train de vomir partout. Et il s'est occupé de moi. Et je comprends pas à quel moment le mec, il vient pas me chercher à la gare. Bref, ou c'est mon ex-mari qui vient me chercher. Bon, bref, passons. Il s'est rattrapé après. Enfin bref, je vais vous raconter. Ce podcast va durer une éternité, les gars. J'espère que vous aimez les podcasts très longs, parce que là, on n'est qu'à 1/10 de l'histoire. Donc bref, je rentre. Je vais essayer d'accélérer un peu. Je rentre, tout ça. Et là, c'est un calvaire qui commence. Mais alors, un calvaire. Quand je vous dis un calvaire, c'est un calvaire. Donc, je suis paralysée du visage. Moi, je suis une personne qui fait beaucoup attention à mon corps. J'aime être jolie, j'aime prendre soin de moi. Forcément, je fais un métier en lien avec mon apparence, puisque je fais des sketchs sur les réseaux sociaux, avec plusieurs millions de vues. Donc, je suis vue, quoi. Et là, je sais, en rentrant, que je suis au chômage. Et je ne sais pas combien de temps je vais rester comme ça. Donc, je vous laisse imaginer la douleur mentale et psychologique qui arrive dans mon cerveau en me disant « Mais ça se trouve, en fait, toute ma vie, je vais rester paralysée comme ça. » Et moi, je suis quelqu'un qui aime plaire. Et à l'époque, je ne suis pas célibataire parce que je viens de rencontrer quelqu'un, mais dans ma tête, je me dis, mais le mec, il va se barrer, parce que je ressemble à Quasimodo. Je vais me retrouver toute seule. Comment veux-tu que je rencontre quelqu'un ? Alors, c'est débile, hein, parce qu'il y a des gens qui ont des accidents de la vie, qui sont brûlés, qui sont handicapés, etc. Et l'amour, heureusement, n'est pas lié à une apparence physique. Mais moi, dans ma tête, avec mon métier lié à mon apparence et un certain degré de superficialité à l'époque, hein, je l'entends totalement ça, et je le prends pour moi, je me dis, je vais finir seule et je vais plus avoir de boulot. Alors que moi, cet épisode-là de ma vie m'a appris que non, c'est pas parce que tu es paralysé que tu n'as plus de boulot, faut en faire une force de ton handicap, de 1. De 2, si tu trouves personne, c'est que ce sont des cons et que tu n'as pas encore trouvé la bonne personne, mais la bonne personne regardera au-delà de ton apparence et t'aimera pour ce que tu es à l'intérieur. Donc ces 2 problèmes, ce sont des faux problèmes. Mais moi, dans ma tête, à ce moment-là, je me dis ça. Je me dis, je vais finir seule, personne ne va vouloir de moi parce que je suis Quasimodo. C'est vraiment vrai, hein, je ressemblais vraiment à Quasimodo. Et je vous invite à voir la vidéo sur YouTube, vous verrez la gueule. Et deuxièmement, j'ai plus de travail. Alors que excusez-moi, mais c'est lunaire. C'est pas parce qu'on est handicapé qu'on n'a plus de travail. Hein. Bref, c'est une force de caractère. Après, il faut être plus fort. C'est ça la différence, tu vois. Donc, bref, je suis au fond du trou. Hein. Je suis au fond du trou. Je vais voir le médecin. Le médecin m'annonce que c'est bien un syndrome de Bell. Que j'ai entre minimum 6 mois à 2 ans de rémission. Et que peut-être, il y a une probabilité que je ne retrouve jamais les fonctions de mon visage. Il me dit, vous aurez des séquelles. Vous ne retrouverez pas les fonctions de votre visage à 100%. J'espère pour vous que ça ne se verra pas. Voilà ce qu'il me dit. Il me fout sous corticoïdes pour stopper l'inflammation parce qu'en fait, le syndrome de Bell, donc je vais être très mauvaise en explication parce que autant vous dire que j'ai refoulé toute cette période de ma vie et j'étais capable de vous expliquer le syndrome de Bell par cœur en vous le récitant par cœur à cette époque-là. Aujourd'hui, j'en ai oublié les 3/4, mais parce que c'est volontaire. Hein. J'ai complètement refoulé cette période de ma vie, donc c'est pour ça que c'est difficile aussi dans le podcast. J'essaye de vous expliquer étape par étape parce que c'est des brides de souvenirs qui reviennent, mais c'est vraiment une période très compliquée pour moi et j'ai beaucoup refoulé en fait. Donc vous m'excuserez si les dates ou les choses comme ça sont pas précises, mais parce que c'est pas un truc que j'ai envie de revivre souvent dans ma tête. Donc là, c'est une inflammation des nerfs qu'il y a au niveau du visage. Et en fait, cette inflammation détruit les nerfs. Et en fait, ce qui fait que je n'ai plus de nerfs du côté droit de mon visage.
Donc mon visage ne peut pas fonctionner. Je ne peux pas avaler correctement, je m'étouffe souvent. Mon œil commence à ne plus fonctionner, donc on me prescrit des gouttes, on me prescrit un cocard un patch, un cocard de pirate, comme j'appelle ça, pour pouvoir fermer mon œil mécaniquement afin de ne pas le perdre. Parce que oui, j'en suis là. Le médecin me dit, si jamais vous ne prenez pas soin de votre œil toute la journée, toute la nuit, vous risquez de perdre la vue, Madame Pires, du côté droit. Et là, je me dis, non, putain, c'est pas vrai. C'est pas possible. Je me dis, mais qu'est-ce que j'ai fait pour pouvoir mériter ça? Et en fait, que je vous rappelle, je suis dans une période difficile de ma vie perso où je m'en veux sur beaucoup de choses. Sur le couple libre, sur plein de choses. Mon ex-mari, il souffre beaucoup de la séparation. Donc, je suis vraiment dans la culpabilité. Je me dis, c'est bien fait pour moi, je ne suis pas une bonne personne, je suis quelqu'un de mauvais. J'ai une très mauvaise image de moi-même. Et ça ne m'aide pas du tout. Je m'enfonce. J'arrive difficilement à manger. J'arrive même plus à mâcher. Donc je me fais que des œufs brouillés. À l'époque, je me rappelle, je mangeais que ça. Des œufs brouillés. C'est le seul truc qui passait. Je peux plus boire. Donc je peux ni boire au verre, ni boire à la paille. Au verre, il y a tout qui dégouline du côté droit. Et à la paille, je m'étouffe. Donc en fait, je trouve une astuce de me coincer la paille dans ma commissure des lèvres du côté gauche et je bois par petites gorgées, je fais comme ça. Un calvaire, mais un calvaire. Donc le médecin, une fois qu'il m'annonce ça, je lui dis mais comment je peux faire pour m'en sortir? Et il me dit le temps. Il me dit reposez-vous parce que vous êtes à bout. Il m'a dit, c'est une cumulation de plusieurs choses. Un Covid long, un affaiblissement intense du corps, trop de travail et un stress intense. Il m'a dit, ces 3 choses-là créent le syndrome de Bell. Une maladie, un affaiblissement du corps, du système immunitaire très fort, un surmenage intense, mais vraiment intense, et un stress immense. Ces 3 choses cumulées, c'est la recette magique du syndrome de Bell. Je sais que vous êtes nombreux à l'avoir vécu de par votre entourage ou pas, ou vous-même, parce que j'ai reçu énormément de messages privés à l'époque. Donc je sais que le syndrome de Bell, c'est assez commun. Et je sais que c'est une détresse infinie. Donc si vous écoutez ce podcast, c'est un podcast d'espoir. Parce que spoiler, aujourd'hui, j'ai quasiment plus de séquelles, à part m'étouffer de temps en temps quand je bois la paille. J'ai retrouvé mon visage totalement et je vais vous expliquer dans les prochaines minutes, longues minutes, comment j'ai réussi à m'en sortir sans séquelles. Ça va pas marcher forcément pour tout le monde, mais le mental, les gars, le mental. J'ai jamais lâché l'affaire en fait. Le médecin, il me dit à ce moment, flashback, on retourne à cette période-là. Le médecin me dit, écoutez, reposez-vous. Quand vous serez reposé, il me dit mangez, reposez-vous. Quand vous serez reposé, essayez de faire de la rééducation, allez voir un orthophoniste et puis priez. Voilà, le mec il me dit carrément ça. Bon, moi je suis athée, hein, mais là le mec il me dit en gros Inch'Allah quoi. Bah non, moi Inch'Allah ça n'existe pas dans mon monde. Hein. Donc moi je me dis je suis au chômage technique. J'ai un associé, j'ai une boîte à faire tourner. Je veux pas être paralysée et défigurée toute ma vie. C'est hors de question que je me laisse aller. À cette période-là, le seul truc bien qu'Alex a pu faire dans notre histoire, c'est qu'il joue son rôle de pompier et il me dit « Écoute Steph, tu vas venir 3 jours chez moi, je vais te faire à manger et je vais m'occuper de toi et tu vas te reposer. » Et là, ça me fait du bien parce qu'au lieu d'être dans la maison avec mon ex-mari et avec la tension de la séparation, tout ça, je me retrouve chez Alex, ça fait 1 semaine qu'on est ensemble. Et franchement, et là, c'est cool. Là, il joue son rôle de pompier et pendant 3 jours, il me fait à manger, il s'occupe de moi. Il fait aussi de la merde. Hein, pendant ces 3 jours-là, il me sort... il me compare avec son ex, il me dit que je suis moins bien qu'elle, des trucs comme ça. Enfin bref, Alex, quoi. Mais il fait beaucoup de choses bien. Je peux pas conduire parce que je vois très très mal de l'œil droit. Hein, je vous rappelle que... voilà. Mais il m'emmène chez le médecin, etc., etc. Donc il fait des choses bien. On peut pas tout
tout lui mettre sur le dos à ce mec. Hein. Mais là, à ce moment-là, il fait des choses bien. Et c'est comme ça que je tombe amoureuse de lui. Hein. C'est parce qu'il s'occupe de moi pendant que je suis défigurée. Et je me dis à ce moment-là que si ce mec-là, il s'occupe de moi quand je suis défigurée et il m'aime, entre guillemets, comme je suis, alors c'est le bon. C'est ça que je me dis à cette période-là dans ma vie. Alors qu'il a 10 ans de moins, c'est un enfant, c'est pas quelqu'un de fiable, c'est un menteur. Bref, je vous spoil un peu le podcast que j'ai fait, mais allez écouter ce podcast. J'ai une histoire avec un homme plus jeune que moi, 10 ans plus jeune que moi. Un fiasco, bref. Donc pas besoin de parler de lui, mais grosso modo, il s'occupe plutôt bien de moi. Et comment se l'en faire, hein, parce que tous les jours, au quotidien, je suis seule. Donc il se passe 3 jours merveilleux, et puis après, je retrouve mon quotidien et je suis seule. Mon ex-mari, à cette période-là, il est absolument pas présent. Alors il est présent en fantôme, j'ai envie de vous dire, parce que il est dans la maison, et de temps en temps, je vois sur la table qu'il m'achète des Kinder. Moi, j'adore ça, les Kinder, les chocolats, machin, là. Kinder chocolat, parce que les autres chocolats, je suis pas trop fan. Mais les Kinder, j'adore. Et il m'achète mes Kinder préférés. Parce que il me voit au fond du trou. Hein. Il me voit bouffer mes œufs brouillés, il me voit au fond du trou. Donc j'ai un soutien sourd de sa part, mais il n'est pas là au quotidien à me tenir la main, quoi. Ce qui est normal, hein. On est séparés. Il est en pleine douleur, lui, de la séparation. Il a autre chose à foutre que de me tenir la main. Donc du coup, je me débrouille toute seule. Et tous les jours, je me force à articuler avec ma bouche que je sens plus. Et je me filme, en fait. Je me filme à chanter. Et j'aime bien le groupe Superbus. Et du coup, je chante des chansons de Superbus. Je me suis créé, je l'ai toujours, hein, une liste qui s'appelle Rééducation. Et tous les matins, tous les soirs, je passe ma playlist de musique. Il y en a 50 000. Hein. Ça dure une plombe. Et je chante et j'articule. Je fais exprès d'articuler comme ça, nanani, nanana. Je fais ça tous les matins, tous les soirs. Une bonne heure tous les matins, une bonne heure tous les soirs. Ensuite, je prends soin de mon œil, j'ai envie de vous dire. À ce moment-là, je fais que ça. Hein. Je dors, je mange, je prends soin de mon œil parce que j'ai peur de le perdre. Clairement, hein, la peur d'être aveugle, franchement, c'est horrible. Enfin, d'être aveugle d'un œil, d'être borgne, c'est affreux. Et tous les matins, je me rappelle quand je me lève, en fait, je vois rien. Il est moitié sec, en fait, mon œil. Donc, je vois flou pendant, ça dure hyper longtemps. Et tous les matins, je me demande, avant d'ouvrir les yeux, si j'ai perdu mon œil ou pas. Tous les matins. C'est un calvaire. Hein. Non, mais je vous dis, je le raconte avec peut-être un ton de voix assez froid, assez factuel, mais c'est pour me protéger, parce que je pense que si je tombe dans l'émotionnel maintenant, j'arrive pas à vous raconter la suite de l'histoire. Mais c'est clairement horrible. De vous réveiller le matin, paralysé, en vous disant, est-ce que j'ai encore mon œil droit ou pas ? Est-ce qu'un jour, je vais récupérer mon visage ou pas ? Enfin, c'est vraiment une période de ma vie extrêmement difficile. Je pense c'est la seule période... Enfin, je pense il y a peut-être eu d'autres moments, mais je ne m'en rappelle pas. Une des seules périodes de ma vie où j'ai baissé les bras, où je me suis dit, je ne vais jamais y arriver. C'est pas possible. Le médecin, pour rappel, hein, il m'a dit, les chances de rémission, c'est entre 6 mois et 2 ans. Et encore, vous aurez forcément des séquelles. Et moi, il m'avait dit, les meilleurs résultats qu'on puisse avoir, c'est au bout de 6 mois. Et il me dit, vous retrouverez peut-être un sourcil qui va bouger, quoi, au bout de 6 mois. Et là, je me dis, mais c'est pas possible. Comment je vais faire ? Et donc, je continue. Je cherche beaucoup sur Internet. À l'époque, je me sers pas, ça n'existe pas trop, je crois, ChatGPT, tout ça, donc je me sers pas de ça. Je fais des recherches à l'ancienne sur Google, dans tous les sens. Et tous les trucs, toutes les solutions que je vois, je les fais. Acupuncteur. Je vais voir une acupunctrice qui me fait énormément de bien, au passage. Je fais plusieurs séances. Alors mes parents sont à fond là-dedans, dans les énergies et tout. Donc c'est ma mère qui me conseille d'aller voir cette personne-là, elle est super. Donc je fais plusieurs séances d'acupuncture. La rééducation avec la chanson, je le fais. Le chaud, je mets beaucoup de chaleur, beaucoup de chaleur parce que en fait,
ça permet de dilater les vaisseaux sanguins et de favoriser la reconstruction. Donc je mets du chaud sur mon visage tout le temps. C'est l'hiver en plus, je vous rappelle, hein, on est en janvier-février. Du coup, il fait très froid. Donc il ne faut pas sortir au froid. Donc en fait, quand je sors, je m'emmitoufle la tête dans une écharpe et je ne montre pas la partie de mon visage paralysée au froid. Parce que il faut pas, le froid empire en fait la paralysie. Donc je peux très peu sortir et je peux même pas aller marcher ou trop aller voir mes chevaux parce qu'il fait très très froid à cette période-là et ça empire ma paralysie. Donc je suis bloquée chez moi. Enfin, autant vous dire, pour moi c'est un calvaire parce que je suis quelqu'un qui bouge beaucoup et qui a besoin d'aller marcher, aller avec ses chevaux, machin. Donc les chevaux à cette période, je Marine, qui est une copine qui est aux écuries avec moi encore aujourd'hui, me sauve la vie. Je la paye en fait à ce moment-là pour qu'elle puisse s'occuper de mes chevaux parce que je suis incapable. De un, parce que je suis très affaiblie, mentalement, psychologiquement, physiquement. Et en plus, il ne faut pas que j'aille dans le froid pour ma paralysie. Donc en fait, j'embauche Marine pour qu'elle puisse s'occuper de mes chevaux. Donc je continue, je vais chez l'orthophoniste, je fais des séances d'orthophonie pour pouvoir m'en sortir. L'orthophoniste, elle me dit, écoutez, je ne suis pas du tout spécialisée là-dedans, mais je vais tout faire pour vous aider. Et la meuf, franchement, si c'était à refaire, je reprendrais cette orthophoniste 20 000 fois, parce que la meuf, elle n'était pas du tout là-dedans. Mais elle s'est tellement sortie les doigts du cul pour me trouver des exercices à faire liés à ce syndrome-là, que ça a été magique. Elle m'a aidée énormément. Donc voilà, tous les jours, je fais ça, je bosse comme une dingue sur ma rééducation. Je fais énormément de soins. Je reprends du poil de la bête, je reprends du poids, je remange. Je me repose beaucoup, je dors énormément. Et tant et si bien qu'au bout de 2 mois, je commence à récupérer des fonctions. Et pour survivre, parce que ça fait plus d'1 mois que je suis arrêtée, donc j'ai plus aucune source de revenus, en fait. Et c'est horrible à dire, mais en fait, j'ai prévenu les événements, les trucs comme ça. On a annulé des événements. Et en fait, je pense que les gens, à ce moment-là, ils ont pensé que j'étais terminée. Que Ponycorn, c'était fini. En fait, forcément, hein, quand tu leur dis que tu es paralysée du visage, tu sais pas pour combien de temps t'en as à récupérer tes fonctions, entre guillemets, vitales. Les mecs, ils comptent plus sur toi. Mais c'est normal. Je me rappelle aussi, au bout d'1 mois, donc je commence à récupérer légèrement mon visage, mais ça se voit énormément, hein. Et au bout d'1 mois, en fait, je décide de faire une story pour expliquer aux gens pourquoi il y a un no man's land depuis 1 mois où il y a plus de story, il n'y a plus de vidéos, il n'y a plus rien, quoi. Il n'y a plus rien qui se passe sur les réseaux, en fait. Parce que je n'ai prévenu personne. En fait, j'ai fait aucune story pour raconter ma vie privée. Moi, c'est vrai qu'à part les podcasts, vous connaissez presque toute ma vie privée, j'ai envie de vous dire. Bon, pas tout, parce qu'il y a des trucs que je garde quand même avec mon chéri. Je ne vous raconte pas, c'est ma vie privée, voilà. J'ai envie de garder mon petit jardin secret. Et encore, je vous ai raconté notre rencontre. Mais voilà, ma vie actuelle, je la garde secrète. Enfin, secrète, voilà, j'en parle pas trop. Mais ma vie passée, vous connaissez plein de trucs de moi en podcast. Mais sur les réseaux, je fais très peu de stories perso, très très peu. Enfin, j'en fais quasiment pas. J'en fais jamais. Je montre très peu ma vie perso parce que vivons heureux, vivons cachés, on dit. Hein. Donc je n'ai dit à personne que j'étais malade, sauf à mes partenaires ou à des événements qu'on a dû annuler et tout ça. Donc en fait, personne n'est au courant. Mais ça fait 1 mois qu'il ne se passe rien. Et je reçois plein de messages de gens qui me demandent « mais qu'est-ce qui se passe ?» Alors la chance que j'avais à cette époque-là, c'est que j'étais tellement une acharnée de boulot que j'avais 1 mois d'avance sur mes publications. C'est-à-dire que je programmais 1 mois de publication. Je m'étais toujours dit, si jamais un jour je tombe malade, je veux pouvoir être malade tranquille sans avoir le stress de me dire j'ai plus de vidéos. Ce qui fait que j'avais toujours 1 mois d'avance de vidéos. Donc là, les vidéos, elles continuent de tourner. Hein. Les gens, ils ont l'impression qu'il ne se passe rien, mais je ne fais plus aucune story. Donc je reçois des messages privés de gens qui me disent ça va, parce qu'on n'a pas de story. Tu vois, les gens, ils s'inquiètent en fait. Et au bout d'un moment, je décide de sortir du silence, quoi. Je me dis, écoute, il faut que je le dise aux gens, quoi. Et je me rappelle faire une story avec mon visage défiguré,
où j'explique en disant « Excusez-moi, ça fait 1 mois que je ne suis pas très présente, mais je suis tombée gravement malade et j'essaye de m'en sortir. Donc, je vous annonce, là, ça commence à aller mieux. Je dis dans la story, ça commence à aller mieux. Et je suis très heureuse de vous annoncer, du coup, que je serai présente à l'événement à Nancy. À l'époque, c'était à Nancy, qui avait lieu 2 semaines après cette story. Donc, j'espérais fortement être en forme pour pouvoir faire cet événement, quoi. Je ne voulais pas tout annuler, en fait. Vu que je me sentais mieux, Jérémy, il annulait au fur et à mesure, en fait. Il disait pas tout à tout le monde. Parce que, on se disait que si jamais, ça allait mieux, je pouvais reprendre à travailler et ramener de l'argent. Parce que, sans mon image, Ponycorn ne marche pas, en fait. Et c'est ça qui est horrible. C'est que moi, je me sentais complètement coupable de mettre Jérémy aussi au chômage. Donc, j'avais une certaine pression. Je devais reprendre le travail très rapidement. Suite à cette story, je pense que ça a été le pire moment de tous mes réseaux sociaux. J'adore ce que je fais, hein. Je suis une dingue de ce que je fais, je suis passionnée, j'adore mon métier. Jusqu'à ce moment dont je vous parle là, je n'avais pas pris conscience de la méchanceté des réseaux sociaux. Pour moi, c'était bisounours. J'ai une communauté qui est extraordinaire, la communauté Ponycorn, hein, qui est vraiment basée sur l'humour, le respect animal et tout, donc humain même. On a une super communauté. Mais il y a aussi des gros connards, hein, faut le préciser, dans la communauté, au passage, puisque à ce moment-là, j'en fais les frais. Mais comme partout, hein, dans la vraie vie, t'as des gens bien, t'as des connards. Hein. Dans les communautés de réseaux sociaux, c'est exactement la même chose. T'as des gens bien, t'as des connards. Et là, je reçois une vague de haine. Et c'est un truc de malade. Je dis que je suis malade et que je commence à m'en remettre. Je suis très heureuse de commencer à m'en remettre et je suis hyper franche et je montre mon visage. Mais vous n'imaginez pas le nombre de messages de gens qui me disent que je ressemble à rien, que je ferais mieux d'aller me cacher, qu'on dirait Quasimodo, qu'on n'en a rien à foutre de mes problèmes de santé, que je suis là pour faire rire les gens et que si jamais je fais plus rire, que je dégage, que je suis qu'une bouffonne à faire rire les gens et que mes problèmes perso, ça ne les intéresse pas. Donc je suis leur clown attitré, tu vois, et si je les fais pas rire, que je dégage. Je reçois des messages comme ça. Des dizaines et des dizaines et des dizaines et des dizaines de messages comme ça. Alors je vous parle des messages mauvais, parce que c'est toujours ce qu'on retient malheureusement, mais je reçois des centaines de messages chaleureux, bienveillants, de soutien. Mais à ce moment-là, je suis au fond du trou. Je suis en dépression, je fais un burn-out, hein, clairement. Ma vie perso, c'est un chaos. Ma vie pro, c'est un chaos aussi depuis 1 mois parce que tous les projets que j'avais, tout le monde se barre. Hein. Forcément, je suis paralysée. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse avec moi ? Et là, en fait, pour moi, je le prends tellement à cœur. Je me dis, mais même ma communauté, en fait, m'enfonce. Donc, je suis pas une bonne personne. Et là, je pense que je pars dans une profonde dépression qui va durer très longtemps et dont ça fait pas si longtemps. Alors, c'est une dépression. C'est pas une dépression parce qu'à ce moment-là, je suis en dépression, mais je m'en sors après. Mais je veux dire un sentiment de ne pas s'aimer. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En fait, il y a pas si longtemps, j'ai appris à m'aimer en tant que personne avec mon voyage aux États-Unis. C'est pour vous dire, ça fait 3-4 ans que je traîne ça. Parce qu'à ce moment-là, je me dis, je suis pas une bonne personne, je suis quelqu'un de mauvais. Je fais du mal autour de moi, en fait. Je fais plus rire les gens, je me sépare de mon ex-mari, je suis pas quelqu'un de bien. Voilà. Et ça m'a duré jusqu'à il y a pas longtemps, à me dire que j'étais pas quelqu'un de bien. Et j'ai réussi à régler ce putain de problème à coup de psy, hein, parce que franchement, un psy, c'est un médecin pour la tête. Donc c'est très important d'aller voir un psy quand on se sent pas très bien. Donc moi, c'est ce que j'ai fait. Et mon voyage aux États-Unis, le fait de me retrouver toute seule avec moi-même pendant 3 mois, ça m'a réconciliée avec ma personne. Je me suis aperçue que j'étais une personne bien et que j'étais gentille et bienveillante envers les autres et que finalement, de passer 3 mois en tête à tête avec moi-même, c'était pas si mal. Et ça a été très salvateur les États-Unis pour cette partie-là de moi. Et j'ai enfin bouclé cette boucle. C'est fou, hein, mais des événements dans sa vie, les clés qu'on utilise, la solution, elle est à l'intérieur de nous. Hein, c'est pas les autres qui vont nous aider. C'est nous-mêmes. Hein,
Comment expliquer ? C'est nous-mêmes qui pouvons nous sauver. C'est pas les autres. Les autres peuvent nous soutenir à ça, mais ils peuvent pas nous sauver. C'est à nous de nous sauver. C'est à nous de trouver les clés, de les mettre dans la bonne serrure, d'ouvrir les serrures et de se dire « Ah, ça y est, c'est bon, enfin, je suis sauvée ». Et moi, je pense qu'aujourd'hui, ça y est, j'ai fait le tour et je suis bien dans ma peau, mais à 200%. Ce qui n'était pas forcément le cas il y a encore quelques mois. Alors, j'étais bien à 150%, mais il reste encore 50% des 200% qui n'étaient pas faits. Et maintenant, c'est fait. Donc, bref. Donc, je m'éparpille, mais retournons à nos moutons. Donc là, je me sens délaissée par ma communauté, alors que c'est complètement con, hein. C'est une poignée de connards, et vous avez des milliers, des millions de gens super bienveillants, et une poignée de connards. Bah, je retiens à ce moment-là la poignée de connards. Et là, c'est une douleur, j'ai plus confiance en moi. Arrive le fameux événement de Nancy. Cet événement, c'est celui qui restera dans ma mémoire le plus longtemps possible, parce que je suis dans un état de faiblesse psychologique. Je vous rappelle que je suis au fond du trou, et physique. Et en fait, je suis encore paralysée, hein, ça se voit beaucoup hein, sur mon visage que j'ai des séquelles. Mais par contre, les organisateurs, c'est des amours. Hein, ils ont suivi mes problèmes de santé. Ils me soutiennent dès le départ. Ils prennent soin de moi. Ils font hyper attention à moi. Quand j'arrive, je suis l'ombre de moi-même. Mais clairement. Hein. Et j'ai peur de voir les gens. J'ai peur qu'ils voient la paralysie. Parce que c'est hyper difficile, en fait. Dans le sens où en fait je suis prise en photo beaucoup dans les événements parce que les gens viennent me voir, demandent des autographes et des photos. Et quand t'es paralysé, que t'assumes pas ton visage et que t'as fait une story 2 semaines auparavant où les gens te démontent, une poignée, encore une fois, faut relativiser, attention. J'arrive dans l'événement, vous imaginez, avec le mood de merde, mais pas possible. Et je me dis, les gens vont m'attaquer, les gens vont être mauvais, ils vont être méchants. Et c'est tout l'inverse qui se passe, tout l'inverse. Les gens, ils viennent me voir, ils me font des câlins. Les mamans d'enfants qui me suivent et même des jeunes ou des meufs de mon âge me prennent dans les bras. Putain, t'es une warrior, te rends compte ce que t'as vécu, nanana. Mais une putain de bouffée d'air frais. Les gens me prennent en photo sans a priori. Les enfants, on dit souvent que la vérité sort de la bouche des enfants, les enfants ne me jugent pas. Et ça, je trouve ça incroyable. Moi, je m'attendais à ce que les enfants me jugent beaucoup. Ils me disent « Ah, t'es bizarre ». Personne ne me juge. Tout le monde vient me faire des câlins. Je reçois beaucoup d'amour. Et à cet événement, ce qui est particulier, c'est que je dois animer un événement, enfin, une espèce d'une activité équestre, du ski joring. Enfin, c'est pas du ski joring, c'est avec un skate et tout. Et je dois animer au micro cette partie-là. Mais je suis terrorisée parce qu'il y a à peu près, je sais pas, peut-être 500 personnes qui regardent. Il y a un public, quoi. Et je me rappelle qu'à cet événement-là, en fait, je me cache derrière ma casquette et mes lunettes en permanence pour éviter que les gens voient que je suis trop paralysée. Et avant de monter sur scène, alors c'est pas la scène, c'est la carrière, mais avant de rentrer sur la carrière, je me rappelle que je m'effondre. Je dis à mon ex-mari, je vais pas y arriver. Je vais pas y arriver, j'ai plus confiance en moi, j'ai perdu la flamme, j'ai tout perdu. Et Jérémy, c'est quelqu'un de très factuel, hein, qui est pas trop dans l'émotion. Il me dit, écoute, j'en ai rien à foutre. Tu vas monter sur la scène, là, tu vas aller au milieu de la carrière et tu vas faire ce que tu sais faire de mieux, c'est-à-dire toi-même. Tu fermes ta gueule et t'y vas. T'arrêtes de te plaindre. Il me sort ça. Il me connaît par cœur. Hein. Et je pense que c'est exactement ce qu'il fallait faire. Je pense qu'il fallait absolument... Alors, pour remettre le contexte, on était à 1 minute de rentrer sur scène. Hein. J'avais le micro, j'avais tout. Je tenais la main d'une petite fille et je me suis excusée pour aller pleurer. Donc, je suis partie dans un coin. J'ai été pleurer. Je n'ai absolument pas montré, hein, parce qu'elle était très stressée. J'ai été pleurer. Mon ex-mari m'a dit ça. Ça m'a foutu un espèce de coup de pied au cul. Je me suis dit, OK. Et là, quand j'ai le trac, en fait, je suis quelqu'un d'assez discrète et pudique et même timide. Et quand je fais ce genre d'événement, mais je vous ferai un podcast sur ça pour vous expliquer comment je fais un peu pour contrer mon trac et tout. Quand j'ai le trac, en fait, je lave mon cerveau, entre guillemets. C'est un peu l'image que je me donne. Et
je deviens quelqu'un d'autre. Et là, c'est exactement ce que je fais. Je lave mon cerveau, je deviens Ponycorn en fait. Je reprends mon personnage public. Je reviens à côté de la gamine, super fébrile quand même, hein. J'étais pas trop sûre de moi, hein. Et là, la gamine, mais adorable la petite fille. Un amour, elle avait quoi, 8 ans je crois, elle faisait du ski joring, c'est elle qui devait faire la présentation. J'ai une photo, ça m'émeut de dire ça. Cette photo-là, elle est hyper difficile pour moi de la regarder parce que putain, je vais mettre à chialer, mais quel con. Elle est très difficile pour moi de la garder. Et en plus, je crois que je l'ai plus. Putain, je suis en train de me dire, mon téléphone, il a cramé quand j'étais au Texas et je crois que je l'ai perdu cette photo, mais elle est dans ma tête. Cette photo, elle est hyper importante parce que c'est moi au milieu de la carrière avec cette petite fille et je suis en train de parler au micro. Putain, mais je vais pas y arriver, quoi. Je suis en train de parler au micro et c'est les premières secondes. Et cette petite fille, elle me regarde avec des yeux et je me dis, c'est pas possible, je peux pas craquer, je peux pas. Je dois le faire pour elle, en fait. Et je le fais. Ah, putain. Je suis désolée. Je suis désolée. C'est débile. Oh là là. N'importe quoi. Allez, on se reprend. Je savais que j'allais pas faire le podcast comme ça du début jusqu'à la fin sans pleurer parce que c'est un moment difficile de ma vie, hein. Et donc, cette petite fille, sans le savoir, elle me donne une force, mais vous n'imaginez même pas. Et avant de rentrer sur scène, ce qui me donne cette force-là, c'est qu'elle me dit « Tu sais, j'ai peur. » Et moi, je la regarde et je lui dis « Tu sais, moi aussi, j'ai peur. Mais on va le faire toutes les deux et on va très très bien le faire, tu vas voir. On est très très fortes. » Et elle me dit « Bah, si je suis avec toi, alors ça va. » Et là, je me suis dit « Putain, j'ai pas intérêt de flancher, hein, parce qu'il y en a une qui tient, qui se raccroche à moi. » Et en fait, cette petite fille, sans le savoir, elle m'a donné la force de faire cet événement, cette activité-là. Et de ne pas craquer au micro devant le public. Et elle m'a donné une putain de force. Mais une putain de force. Et elle ne le sait pas, hein. Mais c'est elle, ma petite sauveuse, en fait. Oh putain. Je suis trop dans l'émotion, là. Faut que j'arrive à terminer cette histoire. Donc, après Nancy, ça va beaucoup mieux. Je continue mes séances d'orthophoniste. Je retrouve petit à petit mes fonctions. Je retrouve mon visage. J'arrive de nouveau à faire Popo. Bah oui, parce que je n'arrivais pas à retrousser mes lèvres. En fait, Popo, c'est un de mes personnages de sketch qui a les dents en avant. Et je retrousse mes lèvres pour montrer mes dents, en fait, pour faire ce personnage-là. Et j'arrive pas à le faire quand j'étais paralysée. Et petit à petit, je recommence à pouvoir le faire. Donc, moi, ça me redonne du baume au cœur, etc. Et Nancy, ça me débloque beaucoup parce que je vois que le regard des gens est bienveillant. Donc, je recommence à faire des sketchs. Et je me rappelle avoir un copain du Puy du Fou qui me dit « Vas-y, on fait un sketch avec ta paralysie. » Et en fait, il joue le rôle d'un docteur. Et moi qui appelle en visio le docteur, quoi. Et voilà, et du coup, je prends ma paralysie au second degré et j'ose de plus en plus me montrer, etc., etc. Et en fait, ça me fait du bien. Et je pense que le mood va mieux, donc mon corps se sent mieux, je mange bien, je prends du poids. Bref, ma santé va de mieux en mieux. Je fais Bordeaux. Bref, ça se passe vraiment de mieux en mieux, hein. Ma paralysie, elle a démarré, je crois, ça devait être fin décembre, début janvier, un truc comme ça. Et Bordeaux, je le fais avec la gueule en vrac. Mais ça va de mieux en mieux. Je suis toujours paralysée à Bordeaux, mais ça se passe bien. Je vois que le regard des gens, il est bienveillant, etc. Et en fait, au bout de 2 mois, donc au mois de mars, je vais une dernière fois chez l'orthophoniste et elle me dit, je pense que c'est la dernière fois, enfin là je sais pas que c'est la dernière fois que j'y vais, hein. J'y vais et elle me dit,
Stéphanie, je pense que c'est la dernière fois qu'on se voit. Vous avez réussi. Vous avez presque plus de séquelles. Il va falloir commencer à faire encore quelques exercices, mais elle me dit, là, le temps que être encore patiente quelques semaines, et elle me dit, dans 2 ou 3 mois, vous n'aurez plus aucune séquelle, en fait. Et là, je crois que... Je me dis, mais putain, en fait, le travail paye. Alors, je vous rappelle que j'ai jamais lâché. Tous les jours, 1 heure le matin, 1 heure le soir, je fais de la réduc, je vais voir l'acupuncteur, l'orthophoniste. Bref, je fais des grimaces tout le temps devant mon miroir. Enfin, j'ai jamais lâché l'affaire. Je n'ai jamais lâché l'affaire. Moi, ma devise, en fait, qui m'a toujours animée depuis que je suis jeune, c'est quand on veut très fort quelque chose, on finit toujours par y arriver. C'est issu de Marty McFly dans Retour vers le futur pour les vieux. Ils sauront de quoi je parle. Cette phrase, elle est tellement vraie. J'ai toujours eu ce que je voulais. Pourquoi ? Parce que je le voulais très fort et je me donnais les moyens de l'avoir. Et je voulais très fort ne plus être paralysée, donc je me suis donné les moyens de ne plus être paralysée. Certes, il y a un facteur peut-être aussi chance, j'en sais rien. Mais tout ce que je sais et tout ce que j'ai fait au quotidien, je sais que je ne l'ai pas fait pour rien aujourd'hui, je n'ai plus aucune séquelle. La seule séquelle que j'ai, c'est quand je bois la paille, de temps en temps, je m'étouffe, comme avant. Parce que je pense qu'il doit y avoir un truc qui a mal été reconnecté, mais c'est pas grave. J'ai plus de séquelles, j'ai retrouvé mon visage. C'est comme si c'était jamais arrivé, cette période de ma vie. Et franchement, enfin, si j'ai un message à faire passer dans ce podcast, c'est un message d'espoir en fait. Si vous êtes atteint actuellement du syndrome de Bell, on peut s'en sortir. Par contre, il faut stopper l'inflammation dès le départ. Si vous êtes au début, il faut absolument prendre des corticoïdes, des machins. Enfin, vous allez voir un médecin, hein, il saura quoi faire. Stopper cette putain d'inflammation pour arrêter de détruire les nerfs. Une fois que l'inflammation est stoppée, ne lâchez jamais l'affaire. Combien de fois je me suis levée le matin en me disant « Putain, ça sert à rien », je baissais les bras. Et il y avait une petite voix dans ma tête qui disait « Non, tu fais quand même ». Alors moi, je suis une putain de rigoureuse. Hein. Quand il faut faire quelque chose, je le fais. Donc, je m'étais dit dans ma tête, quoi qu'il arrive, je le ferai, même si j'en ai pas envie, c'est ce que j'ai fait. Sincèrement, je me suis vraiment débrouillée seule. J'ai pas eu des gens qui m'ont fait travailler, enfin, à part les orthophonistes et les acupuncteurs, voilà, hein, enfin l'acupunctrice. Mais autrement, ma rééducation, je l'ai faite toute seule. J'étais seule chez moi et je m'entraînais, etc., etc. Je me filmais. J'essayais de mimer des gestes de personnages de films. Je regardais beaucoup, j'ai que ça foutre, pendant que je me reposais, la télé, tout ça. Et je refaisais des scènes que je voyais à la télé. J'essayais de refaire les mimiques, en fait, dans le miroir. Et ça, c'est hyper important parce que c'est une reprogrammation du cerveau pour qu'il refabrique, en fait, les connexions. Donc, il faut, en fait, faire des mimiques, remuscler, etc., etc. Et aujourd'hui, mon côté droit est plus fort que mon côté gauche. J'arrive à faire plus de trucs avec mon côté droit qu'avec mon côté gauche, notamment avec mes yeux. C'est assez rigolo. Donc, il y a plein d'exercices. L'orthophoniste, c'est génial hein, pour le syndrome de Bell. Donc voilà, je suis quand même assez fière parce que j'ai pas craqué trop. Je m'attendais à pleurer du début jusqu'à la fin, à être obligée de faire un montage pas possible dans ce podcast et finalement ça s'est plutôt bien passé. Je vous cache pas, hein, c'est toujours difficile, enfin vous l'avez vu, hein, je suis pas quelqu'un qui pleure souvent. Plus en vieillissant, mais surtout dans les podcasts, hein, j'essaye toujours d'être assez factuelle et tout ça, même quand c'est des histoires un peu compliquées. Mais il y a des choses dans la vie qui sont très difficiles pour moi encore. L'histoire de ma jument Paloma, si vous avez écouté le podcast, vous saurez. Et ça, cette paralysie, cette histoire de ma vie qui est loin derrière maintenant. Mais c'est vrai qu'avec la vie que j'ai aujourd'hui, j'arrive... ça fait du bien de se rappeler ça. Parce que pour savoir d'où je suis partie, qu'est-ce que j'ai traversé et pourquoi j'en suis là aujourd'hui, en fait. Et on n'a rien sans rien, en fait. C'est ça qui me vient, c'est la vie que j'ai aujourd'hui, je l'ai parce que j'ai travaillé pour, je me suis sorti les doigts du cul, je me suis jamais laissée abattre, etc. Et c'est pas... La chance, ça n'existe pas, la chance, ça se provoque, en fait. Et dans tout,
Et il y a ceux qui vont se laisser crever et les autres qui vont essayer de se relever. Je pense que je fais partie des gens qui essaient de se relever quoi qu'il arrive, même avec 2 bras, 2 jambes en moins. Enfin, heureusement, c'est pas ce qui m'est arrivé, mais moi, c'est rien, hein. C'est un syndrome de Bell, c'est une petite paralysie, j'ai pas eu de séquelles. Mais ça, pour moi, c'est sûr que par rapport à d'autres histoires, c'est rien du tout. Je suis entièrement d'accord. Il y a toujours pire que soi, il y a toujours mieux que soi. Moi, pour mon histoire de vie, ce moment-là, il est difficile. Et ça fait partie des épreuves qui sont un peu dures dans ma vie. Malheureusement, à cette période-là, juste après avoir retrouvé mes fonctions de mon visage et tout, j'ai perdu ma cousine Lorraine, ma cousine Lolo, qui est morte d'un cancer. Donc j'ai retrouvé mes fonctions au mois de mars, au mois d'avril, on l'a perdue. Donc rebelote, ça a été de nouveau une épreuve difficile, très très difficile dans ma vie. Mais j'ai rebondi en fait, encore une fois. Donc tout ça pour dire que peu importe ce qu'on vit dans notre vie, aussi difficiles les épreuves soient-elles, ma cousine Lolo, c'était comme ma grande sœur, donc ça a été une perte, ça l'est toujours extrêmement dur. Mais on s'en remet, enfin je veux dire, on vit avec en fait. On s'en remet pas, on s'en remet jamais de perdre quelqu'un de proche, mais on vit avec. Et la paralysie, encore aujourd'hui, elle n'est plus là physiquement, mais elle est dans ma tête. Je vis avec. Aujourd'hui, si je fais extrêmement attention à ma santé, à ce que je mange, à faire du sport, parce que souvent, souvent, non, pas souvent. On m'a déjà envoyé des messages pour me dire non, mais de toute façon, c'est le culte du corps, on s'en fout de ton sport. Mais peut-être que vous vous en foutez, dans ce cas-là, regardez pas, c'est pas grave. Mais moi, je m'en fous pas en fait. Si aujourd'hui je fais autant de sport, je fais autant attention à ce que je mange, je fais autant attention à mon hydratation, à mon sommeil, c'est en partie parce que j'ai vécu ce problème de santé-là, parce que je n'ai pas fait attention à mon corps, parce que j'ai maltraité mon corps. Et je sais que si on ne fait pas attention à son corps, voilà ce qui peut arriver, voilà les problèmes de santé qui arrivent. Donc aujourd'hui, j'en ai rien à carrer de ce que les gens peuvent penser sur mon hygiène de vie. Si en soirée, aujourd'hui, quand je fais la fête, je dis aux gens, bah non, je bois pas d'alcool, parce que moi, je sais faire la fête sans alcool, en fait, les gars, et j'ai pas besoin d'alcool pour ça, et je sais que c'est pas bon pour mon corps, bah, je bois plus d'alcool. Et puis les gens vont dire, ah ouais, oh, ah ouais, tu veux manger, ah ouais, tu fais hyper attention à ta ligne et tout. Non, je fais pas attention à ma ligne, je fais attention à ce que je mange. Et je fais attention à mon corps, en fait. Donc, c'est pas qu'une apparence. Le corps, c'est la seule enveloppe, c'est le seul moyen qu'on a de vivre. Si on n'en prend pas soin, c'est comme une voiture, ça tombe en panne, en fait. C'est comme une voiture. Tu n'en prends pas soin de ta voiture, elle tombe en panne. Ton corps, c'est exactement pareil. Donc, cette histoire dans ma vie, elle m'a servi à ça, à être plus attentive à mon bien-être, mental et physique. Et ça m'a rendue plus forte, level 20 000. Aujourd'hui, ouais, je peux dire que je suis une warrior, ouais. Ouais, franchement. Et j'ai pas honte de le dire et j'ai pas peur de le dire. Je suis fière de mon histoire de vie. Je suis fière parce que j'ai vécu des trucs difficiles, certes, mais je m'en suis sortie et je me suis relevée. Donc, si on peut retenir un truc positif de ce podcast, c'est bien ça. C'est quoi qu'il vous arrive dans la vie, eh bien, ne perdez pas espoir. Gardez espoir, sortez-vous les doigts du cul et ça paye toujours. Mon papa, il a une belle métaphore pour ce genre de choses. Il dit toujours il fera beau demain. Et c'est vrai, il fera beau demain. Quoi qu'il arrive, à un moment donné, après la pluie, il y a toujours du beau temps. Et moi, il y a une autre métaphore que j'aime bien, c'est au-dessus des nuages, il fait toujours beau. Quand vous prenez l'avion, vous allez au-dessus des nuages, il fait toujours beau. Et ça, c'est hyper important. Quand dans ta vie, tu as l'impression que c'est la tempête, c'est nuageux, c'est l'horreur, c'est catastrophique, et au-dessus des nuages, il fait toujours beau. Je vais terminer sur cette jolie phrase et je vous donne rendez-vous pour des nouveaux podcasts tous les mardis et tous les vendredis à 22h.